L'année 1984 marque un tournant dans l'histoire du cinéma. On ne s'en rend pas vraiment compte vu de France car notre production nationale bat alors des records de fréquentation. Devenu célèbre avec la troupe du Splendide, Gérard Jugnot s'est lancé dans la réalisation et son premier long métrage, intitulé Pinot simple flic, réalise un carton au box-office français avec plus de 2,4 millions d'entrées. On s'amusera de remarquer que l'affiche du film parodie celle d'un certain Rambo. En parlant de Rambo, incarné par l'excellent Sylvester Stallone, on peut oser la comparaison avec notre Rambo national, Jean-Paul Belmondo, alors au sommet de sa popularité. Il a enchaîné 3 films qui ont franchi chacun le cap des 5 millions d'entrées en France. Le Professionnel, L'As des As et Le Marginal. En 1984, il revient sur le grand écran avec le film Les Morphalous. Même si le film a été très critiqué, il finit sa période d'exploitation avec 3,6 millions d'entrées. Un score très honorable. Autre succès de Jean-Paul Belmondo cette année-là, Joyeuse Pâques avec 3,4 millions d'entrées. Bref, Bébel a toujours la cote en France et ce ne sont pas les films d'action américains qui vont lui faire de l'ombre. Enfin, pas encore. Un autre membre de l'équipe du Splendide s'est lancé dans la réalisation. Michel Blanc. Oui, Michel Blanc, l'acteur chétif, un tantinet loser qui incarnait Jean-Claude Duss et qui disait à Bernard, campé par Gérard Jugnot, « Écoute Bernard, je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment tout miser sur notre physique. Surtout toi. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que tu n'as aucune chance, vas-y, fonce. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. » Eh bien, notre adorable Michel Blanc, pour un premier essai à la réalisation avec le film Marche à l'ombre, réalise le carton de l'année 1984 avec 6,1 millions d'entrées en France. Il est talonné par le film de Claude Zidi, Les Ripoux, qui réunit à l'affiche l'expérimenté Philippe Noiret et le jeune Thierry Lhermitte. Tiens donc, encore un ancien de la troupe du Splendide. Mais c'est qu'ils sont diablement bankable, ces énergumènes. En tout état de cause, le film totalisera 5,8 millions d'entrées. Toutefois, on ne va pas se mentir, il y a aussi des films qui se sont pris un gentil parpaing dans les gencives, alors qu'ils avaient de véritables vedettes à l'affiche. À l'instar de Claude Zidi, un autre pilier de l'humour à la française, Gérard Horry, pour ne pas le nommer, se distingue avec le film La vengeance du serpent à plumes. Coluche assure le premier rôle et la bande-son est signée Michel Polnareff. Excusez du peu, de quoi en imposer et espérer réitérer le carton du film Banzai, sorti en 1983 et qui terminera sa course avec 3,7 millions d'entrées. Toutefois, cela sera un demi-échec avec seulement 2,4 millions d'entrées. La même année, Coluche signe l'un des plus gros flops de sa carrière d'acteur avec le film Le Bon Roi d'Agobert du réalisateur italien Dino Risi. Même si Michel Serrault et Ugo Tognazzi donnent le change, le film est relativement médiocre. Il dépasse à peine le million d'entrées en France. Le succès critique et populaire, avec 3,8 millions d'entrées, de Ciao Pantin, sorti 1 an auparavant, semble bien loin pour Coluche, qui personnellement est toujours très affecté par le suicide de Patrick Devers. Même verdict pour Yves Robert, son film avec Pierre Richard, le jumeau, plafonne à 1,7 million d'entrées. Un signe qui démontre que ce type d'humour comique commence à s'essouffler et que le public commence à s'ouvrir à d'autres formes de comédie. Mais ces contre-performances n'altèrent en rien la bonne santé du cinéma français qui a en outre le mérite de bien s'exporter. Bref, vu de France, les changements qui s'opèrent dans le cinéma américain nous paraissent très lointains.
C'est d'autant plus vrai que l'année 1984 voit l'arrivée d'une nouvelle chaîne payante, Canal+, présentée comme la chaîne du cinéma. Elle va contribuer financièrement à bon nombre de films français. Le cinéma français se porte bien cette année 84 et il vous en remercie. Seule ombre au tableau, et non des moindres, la disparition du réalisateur et acteur François Truffaut. Du côté de la Californie, c'est plus tendu. Cet été-là, Michael Eisner, producteur à succès, se rend dans sa villa de Bel Air. Il vient de quitter Paramount pour rejoindre Disney et veut en discuter avec des amis. Cette décision fait l'effet d'une bombe dans le milieu. Pensez-vous donc, la Paramount est à son apogée. Sous son impulsion entre 1977 et 1984, les revenus de Paramount sont passés de 40 millions de dollars à 145. Quelle mouche le pique! Il le confie à ses amis sur place, Stanley Gold et Ray Watson. Nous produisons entre 12 et 15 films par an. Par chance, certains d'entre eux sont des cartons au box-office, mais la nouvelle direction veut doubler la production, soit 24 films par an. C'est tout simplement intenable et la Paramount va produire énormément de déchets. Vous me direz, chez Disney, c'est pas mieux. L'entreprise de Mickey frise la banqueroute à chaque nouveau film. C'est vrai, Disney est au plus mal et accumule beaucoup de dettes. L'entreprise est au cœur d'une guerre financière. La famille historique est malmenée par les financiers qui veulent prendre le contrôle. Roy Disney, le frère de Walt, et Ron Miller, gendre de Walt Disney, organisent la résistance. Il leur faut un producteur capable de redresser la barre, et surtout un dirigeant visionnaire. C'est dans ce contexte qu'est recruté Michael Eisner. En moins de 10 ans, il a complètement redressé la Paramount avec des succès éclatants. Citons par exemple La fièvre du samedi soir ou encore Grease, qui ont consacré John Travolta au rang d'icône de la jeunesse. Avant d'arriver chez la Paramount, il officiait chez ABC. La chaîne de télévision souhaitait reprendre du poil de la bête face aux autres chaînes nationales. Il va s'y faire remarquer avec une rare maestria. Surfant sur le succès d'American Graffiti de George Lucas, il produit la série Happy Days. Très gros carton à l'époque. Responsable de la programmation jeunesse, il débauche Bugs Bunny, jusqu'alors chez CBS. Au niveau des productions originales, on lui doit le dessin animé, les Jackson 5 ou encore les Hussman Brothers. À la fin des années 60, les bénéfices étaient de 13,5 millions de dollars. Avec Eisner et sa bande, ils sont passés à 160 millions de dollars. La chaîne ABC détient les meilleures audiences du samedi matin sous son air et la profession commence à s'intéresser à lui. Mais Michael Eisner, ce n'est pas la télévision qui le motive, mais le cinéma. Son ami Barry Dyler devient président de la Paramount et le recrute. En 1976, il devient directeur général des studios. Outre les films avec John Travolta cités précédemment, on lui doit Les Aventuriers de l'Arche perdue, mettant en scène un certain Indiana Jones. Nous sommes alors en 1981 et Michael Eisner a déjà à son actif 3 films cultes. Et surtout, c'est une véritable machine à cash. On dit de lui qu'il détient une recette secrète basée sur l'identification du spectateur envers le personnage principal, terriblement humain, avec ses qualités et ses nombreux défauts. On parle à l'époque de high concept, où le pitch du film peut être résumé en une seule ligne et où les médias s'alimentent eux-mêmes. L'exemple des films avec John Travolta est le plus parlant. Grease et La fièvre du samedi soir sont des succès au cinéma. Les bandes originales des films deviennent par la force des choses des succès au hit parade et alimentent eux-mêmes l'attrait des auditeurs
pour les films en question. L'arrivée des magnétoscopes et des vidéoclubs permettent de prolonger l'expérience et de réalimenter la machine à cash. Un film va pourtant traumatiser l'industrie cinématographique. Star Wars. À la lecture du pitch, complètement incompréhensible, avec des histoires de force, de Wookiees, de droïdes, de chevaliers de l'espace qui se battent au sabre, et de princesses à sauver, tout le monde prédisait un nanar puissance 1000. On se gaussait du futur bid de la 20th Century Fox. Et pourtant, en 1977, c'est le carton mondial. George Lucas, outre l'exploitation cinématographique, est devenu un homme extrêmement riche en misant sur les produits dérivés. Pendant que les adultes achètent la bande originale, les gamins se ruent sur les jouets Star Wars. Même les éditeurs d'une industrie naissante, celle des jeux vidéo, réclament une licence Star Wars. Mais Michael Eisner, épaulé par sa garde rapprochée composée de Jerry Bruckheimer, Don Simpson et Jeffrey Katzenberg, ne va pas s'aventurer sur le chemin d'une pâle copie. Au contraire, ils vont continuer de miser sur des films de situation, ancrés dans le réel, où le spectateur peut facilement s'identifier au héros. La mort, en 1983, de Charles Bluhdorn, le fondateur de la Gulf and Western Company, propriétaire de la Paramount, crée un vide énorme. Ce monsieur, véritable touche-à-tout et bourreau de travail, était d'origine autrichienne. Il avait rencontré le succès dans la production de pièces mécaniques pour l'automobile avant d'acheter la Paramount en 1966. Alors que l'entreprise est dans la tourmente et que les financiers se querellent pour trouver un repreneur acceptable, il va œuvrer en douce pour racheter les actions Paramount $10 au-dessus du prix du marché boursier. Il a coupé l'herbe sous le pied des financiers et devient l'actionnaire majoritaire en 3 coups de cuillère à peau. Il va faire de ce studio vieillot, qui vit sur ses acquis, un acteur majeur du cinéma américain. C'est Charles Bluhdorn qui va recruter Barry Dyler, puis par extension Michael Eisner. Très paternaliste dans son approche, il accorde une totale confiance à ses directeurs et à ses producteurs. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, tant que ça lui rapporte des sous. Et nos deux gaillards lui en ramènent des tonnes. Y a-t-il un pilote dans l'avion en 1980 ? Véritable carton que personne n'a vu venir. Flashdance en 1983. Ou encore un fauteuil pour deux avec un certain Eddie Murphy dont nous parlerons plus tard. Toutefois, l'effet Star Wars a eu un effet pervers. Les spectateurs veulent de plus en plus de films à gros budget. Eisner et sa bande vont donc œuvrer en ce sens. Toutefois, la mort de Bluhdorn change la donne. Son successeur, Marvin H. Davis, est un pur bureaucrate avec qui Michael Eisner ne s'entend pas. Il claque donc la porte pour rejoindre Disney. Il quitte la Paramount sur un blockbuster, Le flic de Beverly Hills. Ce sont ses acolytes, Jerry Bruckheimer et Don Simpson, qui sont à la production de ce film culte. Nos deux gaillards vont se spécialiser dans le cinéma popcorn avec des films d'action à gros budget. Top Gun, en 1986, sera l'un de leurs plus beaux faits de guerre. D'ailleurs, petite parenthèse, la carrière de Jerry Bruckheimer sera exceptionnelle. Armageddon, c'est lui. Pearl Harbor, c'est lui. Pirates des Caraïbes, c'est lui. Bref, c'est Monsieur Blockbuster. Don Simpson aura une carrière écourtée. Addict à la drogue, il carburait à la cocaïne et meurt logiquement d'une crise cardiaque en 1996. Le film The Rock lui est d'ailleurs dédié. Avec son pote de toujours, il a aussi signé Bad Boys, qui a révélé au grand public Will Smith et Martin Lawrence. Mais bon, tout cela nous éloigne de cette fameuse année 1984 où Michael Eisner rejoint Disney. S'il remplace Ronald Miller
électron libre chez Disney qui voulait vendre la boîte au plus offrant, Michael sait que la tâche sera difficile car la situation financière de Disney demeure précaire. Toutefois, son prédécesseur a eu une très bonne idée en cette année 1984. Créer la société Touchstone Pictures afin de produire des films différents des canons habituels de Disney, c'est-à-dire des films très gentils. Avec Touchstone Pictures, on peut oser des trucs plus chauds, puisque même si ça appartient à Disney, c'est pas écrit Disney au générique. On ne risque donc pas de choquer les enfants avec des films un peu plus violents ou un peu plus dénudés. Michael Eisner déboule donc chez Disney avec la première production de Touchstone Pictures. Splash, l'histoire d'un jeune homme, interprété par Tom Hanks, qui tombe amoureux d'une sirène, campée par Daryl Hannah. Bon, on vous rassure, les scènes de nu sont vraiment très gentilles. C'est néanmoins une bonne aubaine pour Michael Eisner, il arrive en septembre 84 et Splash a déjà rapporté 69 millions de dollars au box-office, alors qu'il n'en avait coûté que 7. Ronald Miller était peut-être un manipulateur, un personnage incontrôlable, un dépensier, mais on ne pourra pas lui reprocher d'avoir vu juste sur cette affaire de studio indépendant. L'année 1984 va tout changer chez Disney. Michael Eisner réorganise toute l'entreprise qui est rebaptisée The Walt Disney Company. Il lance de nombreux projets de films, de nouveaux parcs à thème, où le cinéma aura la part belle, notamment avec le partenariat avec la Metro-Goldwyn-Mayer. D'ailleurs, pour l'anecdote, c'est à lui que l'on doit Disneyland Paris, même si à l'époque, on appelait cela Euro Disney. Touchstone Pictures va donc être complètement développé sous l'ère Eisner. Des filiales seront même créées, comme Hollywood Studios, pour augmenter la production de films. Notons quelques succès retentissants. Good Morning Vietnam, Qui veut la peau de Roger Rabbit, Le cercle des poètes disparus, Pretty Woman, ou encore Sister Act. Bon alors attention, il n'y a pas non plus que des succès dans cette affaire. Hollywood Studio Pictures, filiale de Disney, a commis l'infâme film Super Mario Bros en 1993. Donc ne nous emballons pas. Toujours est-il que, pour en revenir à l'année 1984, elle va radicalement changer l'entreprise Disney. Il sera l'un des rares à croire en Pixar et aux films entièrement réalisés en images de synthèse. L'épopée de Michael Eisner va se terminer en 2005. La légende raconte que c'est Steve Jobs, alors patron de Pixar, qui aura la peau de Michael Eisner. Pixar, oui, parce qu'il faut quand même que je vous le raconte. Moi, je suis comme ça, j'aime bien faire des digressions, donc faut que je vous raconte cette histoire. Pixar était responsable de la création et de la production, tandis que Disney gérait le marketing et la distribution. Les profits et les coûts de production étaient donc répartis à 50-50. Mais, et c'est là où ça cloche, Disney avait la possession exclusive de l'histoire et des droits de suite, ainsi que les droits de distribution. Steve Jobs estimait que c'était au détriment de Pixar et réclamait un meilleur accord à Eisner qui de son côté ne voulait rien lâcher. Vous l'imaginez bien, la guerre est déclarée. En janvier 2004, Steve Jobs déclare que Pixar s'emploie activement à la recherche d'autres partenaires que Disney. De son côté, Michael Eisner annonce que la société Disney vient de fonder un studio d'animation en images de synthèse, Circle 7 Animation, qui a pour but de produire Toy Story 3. La rupture est totale à partir de mi-2004. Cars sera la dernière coproduction Disney-Pixar. Les négociations sont au point mort. Ni Jobs ni Eisner ne veulent céder. Dans le conseil d'administration de Disney, la température commence à monter. 10 ans auparavant, l'ami de toujours de Michael Eisner, Jeffrey Katzenberg, était parti en claquant la porte, car Michael Eisner minorait son rôle au sein de Disney. Katzenberg a donc quitté Disney fin 1994,
juste après la sortie du Roi Lion, pour fonder DreamWorks avec Steven Spielberg et David Geffen. Si l'entreprise va débuter timidement avec Fourmise en 1998, ou encore Le Prince d'Égypte, elle va produire en 2000 un énorme blockbuster, Chicken Run, du studio Aardman Animation. Ensuite, un autre film va dépoussiérer les dessins animés, Shrek. Eisner a donc contribué à la création d'un titanesque concurrent à Disney, mais en plus, il risque de perdre la poule aux œufs d'or, Pixar. Bon, comme vous l'imaginez, les Américains, ils rigolent pas. En septembre 2005, il est donc viré de Disney. Steve Jobs a le sourire. Il s'entend bien avec Robert Iger, le nouveau PDG de Disney. Cette entente cordiale va déboucher sur une acquisition de Pixar par Disney. Alors toute cette histoire, c'était pour illustrer l'inversion des pôles qu'a constitué l'arrivée de Michael Eisner chez Disney en 1984. Cependant, je vous rassure, il s'est passé des choses complètement dingues en cette même année, et heureusement pas uniquement chez Mickey. Avant de s'en aller, Michael Eisner a supervisé le second opus d'Indiana Jones, intitulé Le Temple Maudit. Sur une histoire originale de George Lucas, Steven Spielberg réalise un film magistral, clin d'œil permanent aux films d'aventure des années 50 et 60. Spielberg ne manque pas non plus de faire une référence bien sentie à James Bond. En effet, peu de gens le savent, mais avant la sortie de Star Wars et de Rencontres du troisième type, Spielberg et George Lucas prenaient quelques jours de vacances ensemble à Hawaï. Spielberg révèle à Lucas qu'il avait contacté le producteur des James Bond, Albert R. Broccoli, car il rêvait de réaliser un épisode de la saga. Broccoli lui a signifié une fin de non-recevoir en sortant un argument complètement bidon. Pour réaliser un James Bond, ou pour l'incarner, il faut obligatoirement être un sujet de la couronne d'Angleterre. C'est comme ça et pas autrement. Au revoir, monsieur Spielberg. Lucas lui répond qu'il a une meilleure idée, celle d'un aventurier en lutte avec des nazis pour découvrir un secret millénaire, un pouvoir biblique qui pourrait changer le cours de la guerre s'il était mal employé. Le prénom du héros vient du chien de George Lucas, Indiana. Quant au nom, Jones, il vient de Steven Spielberg, car il n'aimait pas le nom Smith initialement prévu. Bon, c'est vrai qu'entre nous, Indiana Smith, ça sonne pas pareil. La suite, nous la connaissons tous. Énorme carton au box-office, la Paramount engrange des millions de dollars, et nous voici en 1984 avec une suite qui s'annonce tout aussi épique et lucrative. Le film va coûter 28 millions de dollars, mais il va en rapporter plus de 330 au box-office mondial. Le film pose définitivement Harrison Ford comme l'un des acteurs les plus emblématiques des années 80. Mais il n'y a pas qu'Indiana Jones comme aventurier au cinéma. Eh oui, Indiana Jones a un concurrent, Jack Colton, incarné par Michael Douglas dans le film À la poursuite du diamant vert. Ce film, un tantinet opportuniste, est réalisé par un protégé de Spielberg, Robert Zemeckis. Ce dernier accumule plusieurs échecs et se dirige vers une voie sans issue. Heureusement, Michael Douglas a eu un coup de cœur pour un scénario de film et décide de confier la réalisation de celui-ci à Robert Zemeckis. D'ailleurs, l'histoire est belle, mais finit tristement. Michael Douglas déjeune tranquillement dans un restaurant de Californie quand la serveuse le reconnaît. « Oh, vous êtes Michael Douglas !» Elle se nomme Diane Thomas et rêve de travailler à Hollywood. Bon, alors Michael Douglas l'écoute poliment et lui demande ce qu'elle aimerait faire. Elle lui raconte qu'elle adore le film français Le Sauvage de Jean-Paul Rapneau avec Yves Montand et Catherine Deneuve. Elle s'est inspirée de ce film, qui date tout de même de 1975, pour son idée de script. Une jeune et jolie romancière veut retrouver sa sœur kidnappée en Colombie. Les ravisseurs
n'exige qu'une seule chose, qu'elle lui ramène une carte. La romancière se rend sur place, mais comme elle est mal dégourdie, elle se trompe de bus et tombe sur un aventurier. Vous l'avez compris, c'est Jack Colton. Celui-ci comprend alors que la carte indique l'emplacement d'un trésor. À la surprise générale, Michael Douglas adore l'idée et s'enthousiasme réellement. Il se met en tête de produire le film. Alors du coup, Diane est heureuse, car mine de rien, Michael Douglas vient de lui offrir un poste de scénariste et lui ouvre les portes d'Hollywood. Avec le peu de budget dont il dispose, 10 millions de dollars tout de même, soit quasiment 3 fois moins qu'Indiana Jones, Zemeckis signe un film qui s'en sort avec les honneurs. Il rapportera d'ailleurs plus de 110 millions de dollars au box-office. Pour remercier Diane Thomas, Michael Douglas lui offre une Porsche. Malheureusement, peu de temps après, son petit ami prit le volant alors qu'il était ivre. Diane l'accompagna malgré tout, mais ce dernier fit une sortie de route. Diane décéda dans l'accident. Elle avait 39 ans. La légende raconte que peu de temps avant sa mort, elle était en train d'imaginer une suite à Indiana Jones. En effet, Steven Spielberg l'avait recruté pour travailler sur son film Always, et content de son travail, il lui avait demandé de plancher sur une véritable suite aux aventuriers de l'Arche perdue. Car oui, contrairement à une idée reçue, l'action d'Indiana Jones et le Temple maudit se situe chronologiquement avant l'histoire du premier film. Quant à la poursuite du diamant vert, il connut une suite, le Diamant du Nil. Il est dédié à la mémoire de Diane Thomas, qui donna un coup de main à Michael Douglas pour les personnages. Quant à Robert Zemeckis, l'intéressement perçu sur les bénéfices du film lui a permis de se lancer dans un projet personnel qui lui tenait beaucoup à cœur, Retour vers le futur. L'année 1984 est aussi marquée par le retour du trio infernal, David Zucker, Jim Abrahams et Jerry Zucker. Les auteurs de Y a-t-il un pilote dans l'avion récidivent dans l'humour absurde avec Top Secret, un film parodiant les films d'espionnage et de guerre. Ce film, ça sera un échec commercial, avec seulement 20 millions de dollars de recettes mondiales. Toutefois, il met en scène un jeune prodige qui explosera aux yeux du grand public, dans Top Gun, un certain Val Kilmer. Avec le temps, ce film retrouve de sa superbe. Il symbolise un humour décomplexé et typique des années 80, où finalement, tout se tente sur le grand écran. Et quitte à y aller à fond dans la déconne, allons-y franchement avec Police Academy. Le pitch tient en quelques lignes. Le maire veut ouvrir la police à la société civile, et notamment à quelques délinquants en quête de rédemption. Pour ce faire, la police va accueillir de jeunes aspirants plus ou moins contraints à rejoindre ses rangs. Carey Mahoney, interprété par Steve Guttenberg, n'est pas vraiment motivé par cette incorporation forcée et va tout mettre en œuvre pour saborder l'académie de police censée les former. Il va donc régulièrement s'opposer à celui qui incarne le plus l'autorité, le lieutenant Harris, joué par George Bailey. Les gags sont potaches, parfois lourdingues. L'humour joue sur l'antagonisme entre l'aspirant et le lieutenant. C'est du déjà vu 1000 fois. Et pourtant, ça marche. Steve Guttenberg est comme un poisson dans l'eau. Il porte le film et enchaîne les blagues à la sulfateuse. Pour la petite anecdote, les producteurs voulaient Michael Keaton ou Tom Hanks pour jouer le rôle de Carey Mahoney. Mais ils ont décliné cette proposition. On peut les comprendre. Avec un budget de 4,5 millions de dollars, un pitch très discutable, ce Police Academy apparaissait comme un nanar en puissance. Notons également que Bruce Willis a passé le casting, mais on lui a préféré Steve Guttenberg. Toujours est-il que ce nanar en devenir a déjoué tous les pronostics. Il rapporta près de 150 millions de dollars de recettes. Tant et si bien que la Warner va distribuer pas moins de 6 suites qui vont s'échelonner jusqu'en 1994. Autre film pressenti pour faire un bid retentissant, Karate Kid. D'ailleurs, tout le monde sur le plateau disait que le titre du film était nul, et que personne ne voudrait voir l'enfant karaté, car ça ne voulait rien dire.
Mais le scénariste, Robert Kamen, n'a rien lâché. Aidé en ce sens par le réalisateur John Avildsen. Et croyez-moi, John Avildsen, on le respecte. C'est lui qui a réalisé Rocky en 1976 et qui a décroché l'Oscar du meilleur réalisateur pour ce film. Bref, si lui croit en Karate Kid, alors tout le monde doit y croire. D'ailleurs, il ne va pas ménager ses efforts pour rendre le film crédible. Par exemple, il va imposer 4 heures d'entraînement quotidien à la team Cobra Kai. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, les Cobra Kai, ce sont les méchants. Ceux qui pratiquent le karaté non pas comme un art martial, mais comme un outil de violence. Quant au personnage principal, il est incarné par Ralph Macchio. Son personnage, Daniel LaRusso, dans le film, est un gringalet qui vit avec sa maman et qui vient s'établir en Californie et qui est un petit peu perdu par tous ces changements. Notre ami Daniel LaRusso ne va donc pas subir le même entraînement. Au contraire, on va le laisser dans son jus. Lors du casting, il n'arrivait pas à réaliser le moindre coup de karaté. Et c'est ce qui a été décisif dans son recrutement. Il était vraiment nul, mais nul de chez nul, pas souple pour 2 sous, et en plus il n'avait aucun charisme. Columbia, qui produit le film, est inquiète. Mais bon sang, il nous faut quand même un gars plus crédible. Il nous faut quand même une vedette pour porter le film. La Columbia propose une ribambelle d'acteurs prêts à accepter le rôle, et non des moindres. Que des stars en devenir. Sean Penn, Robert Downey Jr., Charlie Sheen, Emilio Estevez, Nicolas Cage, et même Tom Cruise. Mais John Avildsen suit l'avis de son scénariste, Robert Kamen. Pour une raison toute simple, le scénario est en partie autobiographique. Et ouais, Robert Kamen a vraiment suivi un enseignement similaire auprès d'un sensei japonais. Et son parcours de vie ressemble à celui du jeune homme dans le film. Il faut donc une personne neutre qui n'a aucune aptitude physique. Le réalisateur y voit lui de son côté une opportunité. N'importe quel gamin peut s'identifier au jeune homme. Toute l'astuce du film va résider dans les échanges avec son maître japonais. Une sorte de rite initiatique avec Pat Morita qui incarne Maître Miyagi, plombier dans la vie quotidienne. Une dualité qui va donner de la crédibilité et de l'épaisseur à l'histoire, car le jeune homme a autant de problèmes que son maître, ancien combattant dans l'armée américaine qui a vu sa famille périr dans les camps de déportation américains lors de l'attaque de Pearl Harbor. En effet, petite parenthèse, lors du déclenchement de la guerre du Pacifique, il y a eu une sorte de paranoïa nationale et tous les Japonais qui résidaient aux États-Unis ont été déportés dans des camps. Bref, Maître Miyagi a vécu ce traumatisme par procuration, car lui, il était au front. Même si cette séquence a été quelque peu coupée, pour ne pas sombrer dans le pathétique, elle apparaît en filigrane pendant tout le film. Maître Miyagi a une cicatrice mal refermée, tandis que Daniel peine à se construire une nouvelle vie en Californie. Bref, on est vraiment à milieu d'une association entre Rambo et Bruce Lee. Cette recette dont personne ne voulait va être un carton au box-office. Le film a coûté 8 millions de dollars, mais en a rapporté plus de 130. Mieux encore, Pat Morita a obtenu une nomination à un Oscar dans la catégorie de meilleur second rôle. Le truc marrant dans cette affaire, c'est que le fameux coup de karaté que l'on voit vers la fin, la technique de la grue, n'existe pas au karaté. C'est une pure invention basée sur différents mouvements d'arts martiaux. Et pourtant, je me souviens, moi, qu'à l'école, tous mes copains de classe tentaient d'imiter Daniel avec ce fameux enchaînement capable de terrasser n'importe quel colosse. J'en rigole encore. Dans un registre complètement différent, un film est passé complètement inaperçu en France. Purple Rain. Oui, le Purple Rain de Prince, dont l'album est aujourd'hui devenu un classique indémodable. Le film et l'album ont été pensés en même temps. Prince voulait y raconter une partie de sa vie tout en y mêlant des morceaux de musique. Ce n'est donc pas vraiment un film musical ni un film autobiographique, mais un film à la fois unique et hétéroclite qui ressemble furieusement à son auteur. Véritable touche-à-tout. Depuis le début des années 80, Prince est déjà une véritable star aux États-Unis. En 1982, son album 1999, bon oui, excusez-moi, je le dis en français,
s'ancre durablement dans les tops de vente d'albums américains. Il détient d'ailleurs un record de longévité puisqu'il y restera pendant 3 ans. On le consacre comme artiste noir de l'année. Oui, à l'époque, ça se faisait. Et tout le monde salue son talent. C'est bien simple, Prince sait tout faire tout seul. Il sait jouer plus d'une vingtaine d'instruments, il sait écrire, il sait composer, il sait faire des arrangements. Bref, on lui prédit un très grand avenir. Toutefois, fin 1982, un mois après la sortie de son album pour être précis, un autre artiste, noir, va venir révolutionner l'industrie musicale, Michael Jackson. Le sacre de Prince aura duré 1 mois. L'album Thriller renverse tout sur son passage et s'impose dans le monde entier. L'album de Prince, considéré comme l'une de ses œuvres majeures, passe alors au second plan. De plus, Michael Jackson impose une nouvelle façon de promouvoir la musique, le clip vidéo. Pensé comme des courts-métrages, le clip raconte une histoire. Il y a un avant et un après Michael Jackson. Pour la petite anecdote, Michael Jackson financera lui-même le clip Thriller, car sa maison de disques refusait de réaliser un clip de plus de 10 minutes. On ne va pas tourner autour du pot. Prince est complètement éclipsé par Michael Jackson. Surtout sur la scène internationale, la Jackson Mania déferle sur le monde entier et Prince est relayé au rang de sympathique artiste, volontiers provocateur, talentueux et terriblement sexy. Cependant, ce dernier va rebondir en 1984 avec le film Purple Rain. À l'instar de Michael Jackson, il produira lui-même le film, avec tout de même l'aide de ses producteurs, car personne n'y croyait vraiment. Il injecte ainsi 7 millions de dollars dans la réalisation de son film. Il choisit comme réalisateur un illustre inconnu qu'on lui a recommandé, Albert Magnoli. Fidèle à son habitude d'artiste complètement décalé, il donne rendez-vous à Albert Magnoli au pied de l'ascenseur de son immeuble de Minneapolis à minuit pile. Le courant passe bien entre les deux hommes et les voilà embarqués dans une folle épopée cinématographique. Une styliste française répondant au doux nom de Marie-France est recrutée pour concevoir les costumes. Il veut des froufrous, il veut de la mousseline, il veut des dentelles. Bon, il faut dire que portée par Prince, une veste à jabot a une classe mondiale. Tout autre individu serait ridicule avec. Complexé par ses 1,57 m, on lui confectionne des chaussures à hauts talons. Le tournage dure une poignée de semaines. Mais en stock, Prince a composé une centaine de morceaux. Ils sont tous prêts à être utilisés si besoin. Toutefois, à la demande du réalisateur qui aimerait une petite chanson spécifiquement pour une scène, Prince composera un autre titre supplémentaire, When Doves Cry, un tube interplanétaire. La légende dit que ce titre a été écrit en une seule nuit. Bon, on ne va rien vous cacher, l'investissement sera rentabilisé en 3 jours d'exploitation. Au final, le film rapporte plus de 70 millions de dollars au box-office, et il se paye même le luxe de détrôner Ghostbusters, qui était confortablement installé en tête du box-office. En janvier 1985, Prince reçoit l'Oscar de la meilleure chanson originale pour un film. L'album, quant à lui, s'écoulera à plus de 20 millions d'exemplaires à travers le monde. Au final, on ne saura jamais vraiment la signification de cette pluie violette. Prince donnera un semblant d'explication mystique. Quand il y a du sang dans le ciel, le rouge et le bleu deviennent violets. La pluie violette qui tombe alors signifie à la fois la fin du monde, le fait d'être avec la personne aimée, et de laisser votre foi vous guider à travers cette pluie. Ouais, il était barré, Prince, mais bon. En parlant de fin du monde, on ne peut pas faire l'impasse sur les monstres qui menacent l'existence humaine. Les Gremlins et les fantômes. On va commencer avec le film Les Gremlins, qui commence comme un beau conte de Noël. Un père de famille ramène à son rejeton une petite bestiole toute mignonne qu'il a trouvée dans un magasin asiatique. Bon, au départ, le patron ne voulait pas lui vendre le mogwai, car il y a de trop grands risques. Son petit-fils, intéressé par les 200 $ promis, lui cédera la bestiole en lui précisant 3 règles à respecter.
Première règle, ne pas exposer le mogwai, oui c'est son nom, à la lumière du soleil, car la lumière du soleil peut le tuer. Seconde règle, ne jamais le mouiller. Troisième règle, ne jamais lui donner à manger après minuit. Comme vous vous en doutez, c'est à partir de là que ça part complètement en cacahuète, car aucune de ces règles ne sera formellement respectée. Les mogwai vont se multiplier et comme ils vont se nourrir après minuit, ils vont se transformer en gremlins. Des êtres abjects à la peau visqueuse et reptilienne. Ils sont sournois et terriblement méchants. Bref, ils n'ont plus rien à voir avec la charmante peluche originale. Dès lors, ça va être l'apocalypse sur Terre, avec une prolifération de gremlins et de catastrophes en tout genre. Ce film a comme producteur Steven Spielberg. Cela se traduit par une mention sur l'affiche « Steven Spielberg présente les Gremlins de Joe Dante ». De ce fait, beaucoup de personnes vont attribuer le film à Steven Spielberg. Au grand désespoir de ce dernier qui voulait juste que cette mention soit là pour aider la promotion du film. En effet, depuis la sortie d'E.T. en 1982, Steven Spielberg a une popularité qui ne cesse de croître. Et il voulait simplement donner un petit coup de pouce promotionnel. Une situation qui amusera beaucoup Joe Dante, beau joueur pour l'occasion, pour qui la comparaison était flatteuse. Le film a coûté 11 millions de dollars et en a rapporté près de 150. Mieux encore, le film Les Gremlins est directement entré au panthéon de la pop culture et symbolise au même titre que le film E.T. une œuvre majeure des années 80. Qui plus est, le film est truffé de références cinématographiques. On y trouve des clins d'œil à Shining, E.T., Indiana Jones, James Bond, l'invasion des profanateurs de sépultures, Blanche-Neige, Flashdance, Alien, Star Wars, Bugs Bunny, j'en passe et des meilleurs. Il y a même une référence indirecte, puisque le film n'est pas encore tourné. En effet, il s'agit de Retour vers le futur. Le centre-ville, conçu dans les studios Universal pour les Gremlins, sera exploité à nouveau pour ce film de Robert Zemeckis. Pour le coup, on était vraiment sur un retour vers le futur. En parlant de films injustement attribués à Steven Spielberg en cette année 1984, on a le légendaire Ghostbusters, francisé en SOS Fantôme. Cette fois, c'est plus cocasse car Steven Spielberg n'a rien à voir avec ce film, de près ou de loin. Mais que voulez-vous, il est tellement marqué par le fantastique que ça lui colle à la peau. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous raconter le pitch, car si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous connaissez à minima les films cultes des années 80. SOS Fantôme, c'est bien simple, c'est le gros carton de l'année 84, juste derrière le film de Beverly Hills. D'ailleurs, pour l'anecdote, Eddie Murphy devait jouer dans SOS Fantôme. Mais le tournage du film coïncidait avec celui du flic de Beverly Hills. Dan Aykroyd, fasciné et passionné par le paranormal, a écrit le scénario avec l'intention de jouer aux côtés de son pote Eddie Murphy et de son ami hyper proche et ancien acteur du Saturday Night Live Show, John Belushi. Malheureusement, la mort accidentelle de Belushi en mars 82 a chamboulé le casting d'origine. Ainsi va la vie des tournages. Avec un budget de 30 millions de dollars, le film en a rapporté 10 fois plus. À l'instar de Star Wars et d'E.T., il a généré une quantité astronomique de produits dérivés. Aujourd'hui encore, Ghostbusters est une licence juteuse qui rapporte encore énormément d'argent. Sans oublier le tube interplanétaire de Ray Parker Jr. avec sa diabolique mélodie qui reste ancrée dans votre tête toute la journée. Ne la fredonnez pas, malheureux, vous n'arriverez pas à vous en dépêtrer. En matière de produits dérivés, on peut citer la série d'animation The Real Ghostbusters, sortie à la télévision en 1986, et sa suite en 1997, Extreme Ghostbusters. Des jeux vidéo à foison, des jeux de société par dizaines, des bandes dessinées, des comics, des vêtements, de l'alimentaire, de la musique et des attractions dans des parcs à thème. Même McDonald's a mis les fantômes dans ses Happy Meal, provoquant la venue en masse de quadragénaires collectionneurs venus piller les menus pour enfants. Pourtant, ce film a failli ne pas se faire.
À l'origine, Dan Aykroyd imaginait son unité Ghost Breakers, oui c'était le nom original du projet, Ghost Breakers, comme une unité similaire à une entreprise de dératisation. Sauf qu'elle officiait dans toute la galaxie. Diverses races extraterrestres avaient chacune des unités Ghost Breakers, et l'enjeu se déroulait donc à l'échelle de l'univers. Sollicité par Dan Aykroyd, le réalisateur Ivan Reitman va demander au scénariste de revoir sa copie et de situer l'action uniquement sur Terre. John Belushi, qui assistait à la réunion, allait aussi dans ce sens, en disant qu'il n'y avait pas besoin d'extraterrestres. Les phénomènes paranormaux connus sur Terre se suffisaient à eux-mêmes. De plus, le script original était beaucoup plus gore et terrifiant. On était très loin de la comédie horrifique que nous connaissons tous. Convaincu par les arguments de ses amis, Dan Aykroyd plancha sur un nouveau scénario. Frank Price, directeur exécutif de la Columbia, valida le projet et accorda un budget de 30 millions de dollars à Ivan Reitman. Cependant, les huiles de la Columbia ne l'entendaient pas de la même oreille. Pour eux, cela serait un fiasco et une perte financière énorme pour la compagnie. Mais Frank Price s'accrocha comme une moule à son rocher et lança la réalisation du film, alors que l'avocat du PDG de la Columbia lui interdisait de le faire. Mais Frank Price, comme ça, il a rien à secouer, il a lancé la réalisation du film. Il était trop tard pour faire machine arrière. La Columbia était engagée. Comme vous vous en doutez, ils débarquèrent Frank Price, qui intégra immédiatement Universal. Mais avant de partir, il concocta un joli coup fourré. En effet, cerise sur le marshmallow, il était parvenu à convaincre l'équipe de changer le nom initialement prévu, c'est-à-dire Ghost Breakers, ou Ghost Smasher, ou Ghost Stopper, selon les différentes versions de Ghostbusters. Mais ce choix n'était pas anodin. En effet, Universal détenait les droits sur une série pour enfants datant de 1975. Comme vous vous en doutez, cette série s'appelait The Ghostbusters. Une fois que tout était acté, Frank Price demanda donc à Universal de facturer à la Columbia l'utilisation du nom pour la modique somme de 500 000 $ et 1% des recettes à venir. La Columbia accepta le deal en se disant que le film ne serait jamais un succès et qu'il serait déjà miraculeux que les recettes épongent les 30 millions de dollars que coûtait le film. Elle retira les 500 000 $ du budget du film, ce qui laissa un goût amer dans la bouche d'Ivan Reitman. Pour la petite anecdote, face au succès démentiel du film, la Columbia s'arrangea pour rendre déficitaire le film, en ajoutant par exemple des coûts supplémentaires après la sortie du film, des coûts pour l'exportation par exemple, vous voyez, bref. Ainsi, officiellement, Universal n'a jamais perçu la fameuse redevance de 1% sur les bénéfices du film, car malgré ses presque 300 millions de dollars de recettes, le film n'avait engrangé que des pertes. Oui, je sais, c'est un baratin énorme. C'est gros comme un paquebot, mais à l'époque, c'était une pratique courante chez les comptables d'Hollywood. Vous me direz, pourquoi Columbia n'est pas revenu sur un précédent nom, comme Ghost Breakers ou Ghost Stoppers? Eh bien, tout simplement parce que les scènes new-yorkaises avaient déjà débuté et qu'elles étaient tournées. Et que le mois de décembre arrivait à grands pas. Tout recommencer présentait un risque majeur, celui d'avoir une météo très enneigée, et donc de ralentir le tournage, et donc de louper la sortie prévue en juin 84. L'été étant la période la plus rentable pour l'exploitation des films. Bref, la Columbia n'a pas pu faire autrement, ils ont donc gardé le nom, et aujourd'hui, on n'en imaginerait pas un autre. Et puis moi j'aimais bien le franchouillard SOS Fantôme. Mais, vous l'avez deviné, le plus grand succès de l'année 1984, c'est le flic de Beverly Hills, qui consacra Eddie Murphy au rang de superstar. Un film qui a aussi fait la fortune de la compagnie dont on parlait en introduction, la Paramount, que venait tout juste de quitter Michael Eisner pour rejoindre Disney. Ajusté à l'inflation, il s'agit de la comédie classée R, c'est-à-dire que les enfants de moins de 17 ans doivent être accompagnés d'un adulte,
la plus rentable aux États-Unis depuis 1977, avec un total de recettes au box-office de 730 millions de dollars en 2024. Si on associe d'autres genres, il termine troisième derrière L'Exorciste et Le Parrain. Seul Very Bad Trip peut se targuer de venir chatouiller la légende. À l'origine, c'est le bouillonnant et cocaïnomane Don Simpson qui avait eu l'idée en 1977 d'un flic transféré à Beverly Hills. Un flic déraciné de la ville de Détroit pour mener sa propre enquête, avec ses propres méthodes, souvent peu conventionnelles. Eddie Murphy n'était pas le premier choix, car la production souhaitait Mickey Rourke. Un accord avait même été signé avant que celui-ci ne revienne sur son engagement. La légende raconte qu'il n'a jamais remboursé les 400 000 $ d'avance qu'on lui avait versés. Le second choix était Sylvester Stallone. Mais ce dernier avait entièrement corrigé le script pour en faire un film sombre, sans aucune once d'humour. Pendant un certain temps, les producteurs ont cédé aux caprices de la star mondiale. Mais plus le projet avançait et plus on s'éloignait de l'histoire originale. Stallone réécrivait tout, et les scénaristes n'appréciaient pas sa vision du film, principalement dédiée à la mise en valeur de Stallone et de ses muscles. Comme on refusa ces corrections, il quitta le projet. Bon, de toute façon, il était au même moment sur un autre film, Le Vainqueur, Rhinestone en version originale, où il partageait l'affiche avec Dolly Parton. Sur ce film, la production avait suivi toutes les recommandations de Stallone et personne ne discutait son autorité. Il quitte donc le plateau du flic de Beverly Hills en laissant toute la production comme deux ronds de flanc. On imagine que Stallone regrettera ce choix, car Le Vainqueur fut le bid de l'année 1984. Il coûta 28 millions de dollars et n'en rapporta que 21 millions. Pour la petite anecdote qui pique, Michael Douglas avait sollicité Sylvester Stallone pour incarner le personnage principal du film, Jack Colton, dans À la poursuite du diamant vert, que l'on a évoqué précédemment. Cependant, Michael Douglas n'était pas en mesure de répondre aux exigences de la star, un cachet de 5 millions de dollars et un pourcentage sur les recettes du film. Bref, l'année 1984 n'est pas des plus brillantes pour Stallone. Toutefois, si vous souhaitez voir ce que le flic de Beverly Hills aurait donné à la sauce Sylvester Stallone, je vous invite à voir le film Cobra. Eh oui, Stallone a recyclé une bonne partie de son scénario du flic de Beverly Hills dans celui de Cobra. Bon, au niveau des autres vedettes sollicitées, il y avait aussi James Caan, Richard Pryor, Al Pacino ou encore Harrison Ford. Tous refusèrent de jouer le rôle d'Axel Foley. Autre refus cette fois à la réalisation, Martin Scorsese. Celui-ci ne souhaitait pas verser dans l'humour potache et souhaitait un film plus dur. Idem pour David Cronenberg, qui déclina poliment l'invitation. Finalement, la production sollicita Eddie Murphy. Celui-ci accepta, mais contre un cachet de 4 millions de dollars. Bah ouais, Stallone il en demandait 5, donc lui il veut bien jouer, mais pour 4 millions de dollars. Et une participation à l'écriture. Eh bah ouais, comme Stallone, pour que l'histoire colle plus à sa personnalité. Le tournage débuta donc alors que le script n'était pas encore finalisé. Le budget a été bouclé avec 13 millions de dollars et a rapporté une montagne de brousouf. Bien évidemment, d'autres suites furent prévues, dont l'opus de 2024 sorti exclusivement sur Netflix. Comme vous avez pu le constater, l'année 1984 fut exceptionnelle pour le cinéma américain. Une véritable année de bascule, où des films dont personne ne voulait sont devenus des cartons au box-office. D'autant plus que cette liste est loin d'être exhaustive. On pourrait également citer d'autres films devenus cultes, comme L'Histoire sans fin. Mais pour ce cas précis, il s'agit en réalité d'une coproduction germano-américaine. De plus, à la fin flop aux États-Unis, avec un budget de 27 millions de dollars, le film n'a rapporté que 20 millions de dollars. Heureusement pour lui, le reste du monde a adoré ce film onirique et hors du temps, puisque les recettes hors Amérique du Nord culminent à 80 millions de dollars. Idem pour Greystock, la légende de Tarzan, avec notre Christophe Lambert national. C'est un film anglais. Ah ouais, c'est pas un film américain. Il ne rentre pas en ligne de compte.
Par contre, je vous l'accorde, il manque à l'appel des films complètement dingues. Terminator, Dune, Amadeus, Freddy les Griffes de la Nuit, Il était une fois en Amérique, Le Retour de l'inspecteur Harry, ou encore Conan le Destructeur. Mais pour être honnête, j'ai vu ces films bien des années plus tard, sans doute dans les années 90, à l'apogée des vidéoclubs, où j'ai avalé une quantité astronomique de cassettes vidéo pour rattraper mon retard. L'année 1984, celle de mes 11 ans, est donc l'une de mes plus belles années cinématographiques et il me tenait à cœur de la partager avec vous. Même si je ne comprenais pas toutes les subtilités scénaristiques, que je ne connaissais pas le dessous des cartes, je me régalais de voir ces super productions sur grand écran, véritable invitation au voyage et à la découverte d'une certaine Amérique. Mon souvenir le plus marquant, de 1984, est un souvenir de vacances qui, lui, date d'août 85. Ouais, je sais, c'est compliqué. Un soir, mon père me dit « On va aller voir un film comme les Américains. » Je me demandais ce qu'il voulait dire. C'est quoi voir un film comme les Américains? En fait, nous étions en vacances dans le Var, et il y avait un cinéma en plein air. Comme dans un film américain, on arrivait en voiture et on regardait le film à travers le pare-brise. Mon père me dit alors fièrement, « Tu vois, on appelle ça un drive-in. » Forcément, moi je trouvais ça super cool. On ne sortait pas de la voiture et une ouvreuse venait réclamer les tickets avant la projection et éventuellement nous vendre quelques friandises. En échange, elle nous offrait un autocollant, que j'ai malheureusement perdu, celui du film Ghostbusters. Et oui, même si le film était sorti en décembre 84 en France, en août 1985, il était encore à l'affiche dans un cinéma de plein air du Var. Pour mon plus grand bonheur, car tous mes copains m'avaient bassiné avec ce film et je mourais d'envie d'aller le voir. J'avais demandé à mes parents de m'emmener au cinéma pour le voir, mais on me répondait que mon petit frère était trop petit pour voir un film de fantômes. Eh oui, il fallait composer avec tous les membres de la famille. À la place, on avait été voir les Gremlins, car ça semblait plus mignon et plus adapté aux 6 ans de mon frère. Je ne vous cache pas ma satisfaction à un tantinet sadique quand j'ai vu mon petit frère traumatisé par les mutations de Mogwai en Gremlins. Là encore, j'en rigole encore.